BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, il est 15h, c'est votre rendez-vous crypto. Bienvenue dans le club BFM Crypto sur BFM Business. On a plein d'actualités à traiter aujourd'hui. Vous continuez à nous écrire si vous avez des questions sur le sujet. Vous savez qu'on vous répond tous les jeudis de 15h à 15h30. Quelle que soit la question que vous nous posez, vous nous écrivez sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Aujourd'hui, plein de sujets, je le disais, on va parler de fiscalité, on va parler de transmission, on va parler de sécurité, des tops et des flops de la semaine. On va partir à Francfort aussi dans un instant. Mes invités, Stéphanie Neymark-Attias, avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Commit. Bonjour. Bonjour Sandra. Stéphanie, vous nous rappelez ce que c'est Commit ? Commit, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur tous les sujets fiscaux liés à l'innovation et en particulier les cryptoactifs. On parlera de fiscalité avec vous et de sécurisation des actifs et des cryptoactifs avec Rémi Daliz, aussi fondateur de Protéger vos cryptos, qui sera avec nous à distance dans un tout petit instant. Enzo Hello est avec nous aujourd'hui, CEO de crypto-patrimoine.fr. Bonjour Enzo, vous nous rappelez ce que c'est Crypto Patrimoine ? Cabinet de conseil en investissement sur actifs numériques. Et Dieu sait qu'on a besoin de se faire accompagner sur ce secteur. Et oui, je l'espère. Très important. Et à distance, Raphaël Bloch est avec nous également, cofondateur de The Big Whale. On est ravis de vous avoir, Raphaël, dans l'émission Le Club BFM Crypto. C'est parti. Et je commence par vous, Raphaël. Vous m'avez un petit peu pressé parce qu'il se passe plein de choses à Francfort. Vous êtes en direct là-bas à Sibos, cet événement de la finance, le salon de la communauté financière en quelque sorte. Ça a commencé depuis quelques jours, ça se termine demain. Et le secteur est en pleine transformation, Raphaël. Oui, exactement. Alors, nous sommes à Francfort chaque année, Sibos, qui est la conférence annuelle de SWIFT, qui est cette coopérative qui réunit plus de 11 000 banques à travers la planète pour échanger. Et évidemment, cette conférence, on réunit des banques. Il y a plein de stands devant moi avec JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank. Et c'est vrai que l'intérêt de cette conf, c'est un petit peu de permettre à tous les acteurs de la finance de savoir où ils en sont sur les sujets principaux pour eux, à savoir les paiements, la gestion des comptes et, j'allais dire, l'évolution de la finance. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis venu pour représenter The Big Whale, c'est que cette année, il y a un réel tropisme sur ce qu'ils appellent finance on-chain. On parle de stablecoin, on parle d'actifs numériques. Et c'est vrai que c'est une première. J'ai pu discuter avec notamment les représentants de Swift qui ont fait une annonce. On a révélé à ce moment-là dans The Big Whale que Swift allait commencer à tester son système de messagerie directement on-chain en intégrant au fur et à mesure quelques actifs numériques. Et vous avez d'autres acteurs évidemment de la finance, des banques qui ont fait pas mal d'annonces. Donc c'est une première et je pense que ça reflète une véritable évolution qu'on observe déjà depuis quelques années, mais qui se matérialise en 2025, où vous n'avez plus simplement des acteurs de l'univers des actifs numériques très spécialisés qui avancent sur ces sujets, mais vous avez aujourd'hui les plus grandes banques, les acteurs du paiement, il y a Visa, Mastercard, Stripe, qui eux aussi s'en emparent. Et donc on arrive au bout un peu de cette logique d'hybridation qui va en réalité transformer en profondeur la finance. Ces annonces, effectivement, Swift, vous l'avez dit, on a fait beaucoup. On a notamment entendu qu'elle s'associe avec des banques pour créer un registre blockchain. C'est hyper important dans le secteur. Ça dit quoi de l'évolution des choses ? Peut-être que c'est l'année finalement où tout se passe dans cette communauté-là. Oui, alors c'est vrai que j'allais dire, je suis là depuis trop longtemps pour ne pas savoir que chaque année, on annonce que ça y est, c'est la grande année. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment parti, il y a plusieurs années, d'un secteur qui était très ce qu'on appelle B2C, très retail. Les plus grands acteurs historiquement dans la crypto sont des exchanges, des plateformes qui permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. En 2025, le paysage a radicalement changé. On a toujours évidemment cette composante exchange, achat-vente de cryptoactifs, mais vous avez surtout, et c'est vraiment la grande nouveauté, des acteurs traditionnels, encore une fois, des Visa, Mastercard, Swift, Société Générale qui a annoncé hier qu'ils allaient commencer à déployer leur stablecoin euro-dollar directement en DeFi, qui sont des acteurs qui s'emparent de ces sujets, qui avancent. Et c'est vrai, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de Sibos, qui encore une fois est vraiment la grande conférence annuelle de la finance. Finalement, vous avez ces acteurs traditionnels qui ont compris que le sujet des blockchains, notamment publics, des actifs numériques, allait transformer en profondeur la finance et qu'ils avaient le choix entre soit regarder ce monde se développer, comme ils l'ont fait depuis plusieurs années, ou alors
et c'est le changement qu'on observe, s'en emparer directement et se dire que ça va avoir un impact sur les banques en interne et les vecteurs du paiement, et aussi en externe dans leur manière d'échanger entre elles et d'être connectées à ce monde des actifs numériques. C'est ça qui est important, c'est la vision qui est en train de changer. Bon, je rappelle pour ceux qui nous écoutent en radio que vous êtes à ce salon Cibos, c'est pour ça qu'on entend derrière les conférences qui ont lieu en même temps. Un dernier point avant de vous laisser partir, beaucoup d'institutions présentes, vous l'avez dit, des banques, mais aussi la BCE, et la BCE qui est en train en parallèle de développer son euro numérique. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Puis sa simple présence est intéressante. Oui, tout à fait. Alors bon, historiquement, les banques centrales, d'ailleurs, vous mentionnez la présence de la BCE, mais en réalité, vous avez beaucoup de banques centrales qui sont présentes. Parce qu'évidemment, si vous avez toutes les banques commerciales, les acteurs du paiement présents, vous avez les banques centrales. Bon, comme vous le savez, il y a ce projet d'euro numérique qui avance. Et j'ai pu tout à l'heure échanger avec justement l'équipe qui pilote l'euro numérique au sein de la BCE. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, quand ils ont fait leur point avec l'équipe, vous aviez moins les banques présentes à leur point, à leur stand, vous aviez moins de banques que des acteurs et des prestataires techniques. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur ce projet qui est, il faut bien le dire, critiqué par beaucoup de banques commerciales qui craignent tout bêtement d'être désintermédiés, parce que si vous avez un euro numérique qui est directement utilisé par les entreprises, notamment les particuliers, eh bien, vous allez directement échanger avec la banque centrale et avec les banques commerciales. En revanche, vous voyez beaucoup de cabinets de conseil, cabinets technologiques, qui, eux, accompagnent la BCE parce que qui dit nouveau projet d'infrastructure dit aussi, et c'est sans vouloir polémiquer, dit prestations, conseils, accompagnement. Et je pense que c'est un des points, moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux sur ce projet qui, encore une fois, pose des questions et est très très loin de faire l'unanimité, même à Cibos. Bon, qui continue à se faire conseiller, effectivement. Peut-être que la vision des choses va changer d'ici à ce que ce soit complètement développé. Merci beaucoup, Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, d'avoir été avec nous en direct dans le club crypto cet après-midi depuis Francfort, depuis ce salon Cibos. Un petit commentaire de Stéphanie et de Enzo sur cette transformation du secteur, ces événements qui ont lieu les uns après les autres. Il y a beaucoup d'événements crypto dernièrement, et cette institutionnalisation qui se voit là très clairement dans les acteurs présents. C'est vrai qu'on la constate au quotidien, cette institutionnalisation, et aussi, je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les paiements occupent une place prépondérante. Et ça, on le voit aussi du côté des dirigeants d'entreprises, des particuliers, qui ont de plus en plus recours à des moyens de paiement en crypto. Et ça implique évidemment des sujets fiscaux sur lesquels je suis interrogée très régulièrement, puisque ce sujet de je sors ma carte, je paye avec mes cryptos, est-ce que ça déclenche ou non l'impôt, est-ce que ça déclenche ou non les obligations déclaratives? C'est un sujet très récurrent, et je pense qu'il n'y a pas seulement les particuliers qui se préoccupent de ce sujet, mais aussi les établissements de paiement qui se rendent bien compte que ça peut être un frein à l'adoption de ces nouveaux moyens. Oui, en effet, Enzo. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir Raphaël mentionner Swift, du coup, qui... Swift, le système de paiement par excellence. Ripple, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que Ripple allait essayer de grappiller toutes ces parts de marché-là. On voit que, fin de compte, les institutions, c'était écrit, par ne serait-ce juste l'économie d'échelle que la blockchain propose, comparé au modèle traditionnel de transactions interbancaires ou même dans les banques. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher, on a besoin de moins de personnes. C'était logique que les banques fassent un virage vers cette technologie, seulement ça coûte très cher. Il faut qu'elles s'adaptent entre elles pour avoir des communications entre elles avec ce mode de technologie. Donc ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est la voie logique des choses pour le coup avec une nouvelle technologie. Et il y a aussi dans l'acceptation des banques, on parle toujours de l'acceptation politique, des projets politiques, des visions finalement de l'avenir de la finance. Ce que j'avais entendu, c'est qu'aussi matériellement, au niveau de la masse salariale des banques, au niveau de tout ça, je veux dire, c'est une révolution de l'ordre de l'intelligence artificielle sur les RH en entreprise dans les années qui viennent, dont on parle énormément. C'est de cet ordre-là, on ne sait pas ce que ça va impliquer. C'est un métier qui n'a pas été disrupté depuis 150 ans. Voilà. Et donc, on a une nouvelle technologie qui vient remettre à plat, redistribuer un petit peu les cartes au niveau des acteurs. Ce qui est marrant, et à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il
ils vont rester dans ce consortium bancaire et qu'à mon avis, les nouveaux acteurs vraiment natifs des actifs numériques, ça va être compliqué pour eux de rentrer sur ce marché. Mais à voir, peut-être que certains réussiront, peut-être Tether ou peut-être sûrement, probablement, moi, par cette voie des stablecoins, qui peut être une bonne voie institutionnelle pour le coup. Et tout le monde se positionne, on en a parlé dans l'émission hier, c'est très très intéressant ce qui se passe au niveau des stablecoins. Stéphanie, on avait une conversation à terminer sur la transmission, les successions par rapport aux cryptos. C'est pas seulement les banques qui sont finalement perturbées par l'avancée de ces technologies, c'est aussi tout le système, effectivement, justement, fiscal, de détention, notre patrimoine, c'est tout le système financier qui est ici en transformation. Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, la détention de cryptoactifs devient un enjeu patrimonial majeur. Alors, non seulement pour diversifier son patrimoine, pour avoir plus de rendement, mais évidemment, plus ce marché devient mature, plus se pose la question de la transmission. Alors, transmission de son vivant ou non, les deux questions se posent. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de s'y prendre, en fait. Exactement. Je dirais le mot-clé, c'est l'anticipation. Mais que ce soit du vivant ou non, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de transmettre mes cryptoactifs à mes enfants, à mon conjoint ? Donc, première question, est-ce que c'est possible ? Et ensuite, une fois qu'on s'est posé cette question et que la réponse est oui, c'est comment ? Quels sont les coûts associés à ce type de transmission ? Est-ce qu'il y a des droits de donation, des droits de succession ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'optimiser ça, de diminuer les coûts fiscaux liés à ces transmissions ? Donc, tous ces sujets-là, en fait, on les adresse donc au sein du cabinet Commit, mais aussi avec des partenaires qui s'occupent des aspects, par exemple, techniques, ou bien des aspects, juridiques, notariaux, parce que, comme dans tout transfert de propriété, on fait appel à un notaire et en fait on travaille comme ça pour sécuriser à la fois la personne qui veut transmettre et la personne qui reçoit ces cryptos. On va entrer un petit peu dans le détail. Si par exemple je me mets dans le cas d'une donation, quelle forme ça prend, quelles sont les conditions finalement aujourd'hui pour donner ces cryptos quand j'ai un portefeuille, donc de mon vivant en l'occurrence. Tout à fait. Alors si on est dans le cas de figure des donations, il y a des choses à savoir, il y a des points d'attention. Il faut vérifier qu'on ne risque pas une requalification en donation déguisée. Donc il faut que ce soit une vraie donation, c'est-à-dire qu'on transfère réellement le patrimoine. Et ça, évidemment, on le voit au cas par cas en fonction de la situation de la personne qui souhaite transmettre. Ensuite, il y a le calcul des droits. Et là, il n'est pas le même en fonction des liens de parenté, par exemple, que vous avez avec le bénéficiaire. Ce qui est le même cas que dans un patrimoine ou un bien immobilier, par exemple. Tout à fait. Avec des particularités quand même qui sont liées à la volatilité de ces actifs-là, puisqu'il faut quand même figer une certaine valeur pour permettre la donation et pour calculer les droits. Et puis aussi tout un aspect sécurisation technique pour être sûr que la personne qui reçoit va savoir non seulement gérer ses cryptos, les sécuriser, c'est-à-dire avoir les accès qui lui permettent d'être sûr qu'il garde ça dans son patrimoine, et aussi savoir quelles sont les obligations fiscales qui sont liées à cette nouvelle détention, soit de wallet, soit de comptes sur plateforme, et aussi s'il y a vente. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, sur le plan fiscal ? C'est tout un tas de questions, et ce sont des questions qui, en plus, sont amenées à évoluer parce que la fiscalité évolue. On parle d'une flat tax peut-être à 36%, et vraiment, on est tous très, très contents d'entendre ça. Ça fait vraiment très plaisir. Mais en tout cas, on cherche de l'argent dans ce pays. La fiscalité est en mouvement constant, et ça va concerner aussi de près ou de loin les cryptos. Vous parliez de l'aspect technique. C'est intéressant parce que vous travaillez avec Rémi Dalize, qui s'occupe de la protection des cryptos. Vous êtes un expert en sécurisation de portefeuille crypto. Rémi, fondateur de Protéger vos cryptos, vous êtes à distance avec nous. Avant de les transmettre, il faut déjà les sécuriser de son vivant. C'est quoi le mieux pour ça, Rémi ? Alors, il y a plusieurs solutions. Et puis, bonjour Scandra, bonjour Stéphanie. Stéphanie rappelait qu'un des premiers enjeux, c'est d'identifier en fait comment sont conservés les cryptos. C'est pas la même chose de conserver des crypto-monnaies sur une plateforme qui va agir un petit peu de la même façon qu'une banque quelque part, ou d'avoir ces cryptos sur un portefeuille
auto-hébergés, comme Ledger par exemple ou MetaMask. Dans le cas de la banque, je dirais que c'est assez, de la plateforme, c'est assez classique. La plateforme détient les cryptos pour vous, vous lui déléguez la sécurité, la conservation de ces cryptos, et en cas de décès, si vous avez bien fait les choses, il y a une procédure qui est en place où vous allez transmettre tout ce qu'il faut pour débloquer les fonds pour vos héritiers. Dans le cas des portefeuilles auto-hébergés, c'est différent. Là, on parle de conserver ces fonds soi-même et de les sécuriser soi-même. On parle de clés privées, on parle de sauvegarde, qui sont des mots un petit peu barbares. On parle également de seed-phrase. Mais dans ce contexte, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun tiers de confiance qui ne peut intervenir pour cette sécurité. C'est vous le tiers de confiance. Il faut aussi comprendre qu'une seed-phrase, donc qui gère vos cryptos, quelque part, l'accès à vos cryptos, c'est un petit peu comme un bon au porteur anonyme. Donc toute personne qui va détenir en gros cette information peut récupérer vos cryptos en l'espace de quelques secondes. Et c'est là en fait que l'enjeu se pose, notamment dans le cadre de transmission. C'est que si ces accès ils restent trop bien cachés, vos héritiers ils ne pourront jamais les récupérer. Et pour autant, il faut bien les sécuriser de votre vivant. Alors il y a plusieurs solutions pour ça, notamment les portefeuilles matériels, mais c'est surtout le dispositif que vous allez mettre en place pour les sécuriser qui doit être accessible une fois que vous êtes décédé ou que vous êtes incapable. Vous avez un enjeu très fort autour du fait de garantir la protection physique de ce secret et sa confidentialité de l'ordre de votre vivant, mais aussi de garantir en gros qu'elle puisse arriver à vos héritiers sans être compromise entre le moment où vous décédez et le moment où ces héritiers vont récupérer ce secret. Rémi, ça reste très technique, hein, justement, parce que quand on se met au crypto, pour l'avoir fait, c'est effectivement beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à penser, que ce soit la confidentialité, la façon dont on les conserve, leur montant. Je veux dire, il faut s'y mettre, on fait pas ça à la légère. Ça peut être technique pour les héritiers sur qui un peu ce patrimoine tombe. Ah oui, ça peut être tout à fait technique parce que, encore une fois, j'aime bien l'analogie du portefeuille auto-hébergé. C'est un petit peu comme si vous avez un coffre-fort chez vous ou enterré dans votre coffre, vous avez une clé et ce serait trop simple de dire s'il m'arrive quelque chose, vous pouvez récupérer cette clé et ouvrir le coffre-fort. Là, ce sont des démarches qui sont un petit peu plus complexes, un peu plus techniques et ça le reste pour l'héritier. Ce que vous avez mis en place pour sécuriser vos accès, c'est pas accessible au Kidam et c'est donc aussi pour ça qu'il faut anticiper les instructions et les informations que les héritiers vont recevoir. C'est bien de savoir qu'un secret est disponible à tel endroit et qui va vous permettre d'accéder à vos cryptos. Encore faut-il savoir manipuler les solutions qui vont utiliser ce secret. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est tout un écosystème auquel il faut réfléchir. C'est des instructions qui soient claires, des clés privées qui sont complètement sécurisées, mais également, un entourage de professionnels qui va être en mesure d'assister des héritiers quand la barrière technique devient trop importante. On parlait tout à l'heure de transmission, Stéphanie, ou de donation de son vivant. Là, sur la succession, c'est vrai qu'il faut beaucoup anticiper. Il faut miser sur le fait qu'on a un notaire qui comprend ce qui se passe, qu'on a un héritier qui va aussi peut-être aller chercher réellement, parce que est-ce qu'on peut compter sur les banques, les pros, les plateformes, les notaires pour guider cet héritier ? A priori, c'est déjà pas le cas forcément à chaque fois sur le patrimoine classique. Alors là, sur les cryptos... Oui, ça veut dire qu'il faut en fait contacter les professionnels bien en amont, et encore une fois anticiper, pour que le moment venu, il y ait un élément déclencheur qui est les professionnels se rapprochent des bénéficiaires et indiquent ce qui a été fait pour que justement ces cryptos ne soient pas perdus dans la nature. Il y a aussi beaucoup d'enjeux justement liés à cette fiscalité parce que quand on transfère un patrimoine au moment du décès, en fait, il est figé à la date du décès. Donc, on regarde quelle est sa valeur. Mais ensuite, il se passe souvent plusieurs mois jusqu'au moment où la succession se clôture. Et le problème qu'on rencontre dans les faits, c'est que le calcul des droits de succession, il est fait au moment du décès, alors que la personne, le bénéficiaire, va recevoir le patrimoine plusieurs mois plus tard. Oui. Dans le cas des cryptos, c'est un vrai problème parce que la volatilité fait qu'on peut se retrouver à avoir à payer beaucoup d'impôts
sans forcément avoir en face exactement la valeur des cryptos à laquelle on s'attendait. Donc ça aussi, ça s'anticipe. Il existe des moyens d'anticiper ça, de bloquer, de sécuriser, mais il faut s'entourer assez tôt des professionnels. Pour finir, actuellement 10%, d'après les chiffres de la DAN sur 2025, détiennent des cryptos. Comme ça, à première vue, un pourcentage de ceux qui arrivent à les récupérer en cas d'héritage, parce que là, ça y est, ça commence à se voir, peut-être sur les premiers héritages. Ça commence tout doucement. Ouais. Après, c'est vrai que ces informations-là, elles sont très confidentielles et on n'a pas vraiment un regard clair sur le nombre des héritages en crypto qui s'opèrent. Hein. C'est évidemment sous le sceau de la confidentialité. Ouais. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus et en tout cas, c'est ce que reflètent les questions de nos clients. Oui, même les notaires eux-mêmes se trouvent confrontés de plus en plus à cette compétence nouvelle. Ils s'y mettent. Je sais que je vous pose la question souvent, mais j'ai lu encore il n'y a pas longtemps un notaire qui mettait ça en avant. Je suis le premier notaire à réellement intégrer les cryptos dans mes transmissions de patrimoine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux quand même. Je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main aujourd'hui et évidemment, le cabinet Commit travaille avec eux. Mais c'est vrai que ça nécessite une formation constante parce que ce n'est pas quelque chose qui est figé et aussi un petit peu d'innovation dans les techniques à mettre en place en utilisant ce qui existe déjà, le testament, le legs, le mandat posthume par exemple, mais en l'adaptant à ces nouvelles formes d'actifs. Voilà pour la transmission, les donations, les successions en crypto. On y revient régulièrement parce que vu le pays dans lequel nous sommes, la fiscalité, c'est notre ami. En réalité, c'est un sujet ami. Voilà. Merci Rémi Dallis d'avoir été avec nous. On va terminer cette émission avec les tops et les flops d'Enzo Allo. Les tops, on commence par ça, sur les 7 derniers jours. Enzo. Okay. D'une manière générale, déjà, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a quand même un regain d'intérêt très fort vers les tokens liés à la DeFi et le trading décentralisé. Je pense que c'est encore une fois en lien avec toute l'expansion des stablecoins dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc sur le top 3 des 7 derniers jours, si on commence par le 3e, on a Plasma XPL, donc plus 28% sur les 7 derniers jours. Donc c'est de la DeFi, dédiée aux stablecoins, comme je le disais justement, poussée à son lancement par quelques personnalités, la société Tether, Bitfinex, etc. Donc probablement c'est ce qui explique le dernier rebond. Ensuite, Mix Finance MYX, 64% de performance sur les derniers jours. Crypto lancé en 2025 sur la Binance Smart Chain, qui est une application DeFi. Donc là, on a quand même une grosse, on va dire, valorisation. Je vous rappelle qu'on est sur le top 100 des crypto-monnaies les plus valorisées sur CoinMarketCap. Et le premier, là, c'est assez étonnant, Zcash, plus 78%. Alors Zcash, c'est une privacy coin. Donc d'une certaine manière, ce n'a pas été interdit par MiCA directement, mais par la réglementation TFR, Transfer Rule. C'est-à-dire que ces privacy coins, à chaque fois que vous allez faire une transaction depuis un portefeuille, alors Monero ou Zcash qui utilisent donc cette technologie ZSNARK qui embarque, le fait qu'à chaque fois que vous allez initier une transaction, vous allez créer une adresse fictive en fait. Vous allez créer une adresse qui va être existante juste pour la durée de cette transaction et donc qui va rendre impossible la traçabilité. Je pense que l'expansion récente de Zcash est en lien très clairement avec les discours qu'on a sur l'identité numérique et l'euro numérique aujourd'hui. Si vous n'adhérez pas du tout à ce que propose aujourd'hui la BCE, la solution, c'est d'aller vers ce genre de privacy coins qui ne sont pas interdits directement, mais par d'autres réglementations. Donc, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. C'est ça qu'il faut regarder, effectivement. Voilà, et ça rentre en ligne. Attention, si vous en avez en portefeuille, vous ne pourrez peut-être pas justifier l'origine des fonds auprès d'une banque qui pourra vous refuser votre portefeuille si vous avez des privacy coins. Ça, c'est la Travel Rule qui le dit. Ça, c'est la Travel Rule qui le dit. Ouais. Et les règlements internes que des banques vont faire pour étudier l'origine des fonds. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande chose qu'on a aujourd'hui. On s'y perd dans les réglementations. C'est bien de nous le rappeler. On a eu 3 nouvelles cette année, donc forcément. Les flops, il nous reste 2 minutes. Enzo. Alors, les flops, on va commencer par le 3e. Etherfi, donc, qui est un protocole de stacking sur Ethereum, assez classique, moins 9%. On a ensuite Aster, cette fois-ci un peu plus intéressant, moins 24%. Ça a eu un gain énorme sur le dernier mois. C'est un projet DeFi lancé récemment d'une fusion entre Asterix et APX Finance. Un projet qui est sponsorisé par l'ancien PDG de Binance, donc CZ, Changpeng Zhao, en concurrence directe avec le token Hype. Ça propose à peu près la même chose, sauf que là, on peut aller à du levier jusqu'à 1000%. Alors, c'est lunaire.
En France, on est en panique quand on fait du levier x2, x3. Là, on peut aller jusqu'à 1000%. Attention, j'ai vérifié la concentration. 5 portefeuilles détiennent 84% des jetons. D'accord. On est encore sur un truc un peu bancal quand même. C'est bien de le dire. Voilà, toujours. Et en premier, cette fois-ci, du flop, Story IP, moins 26%. On en avait parlé il y a un mois tout pile, le 1er septembre dernier. C'est une blockchain dédiée à la propriété intellectuelle. Elle avait fait plus 86% au début de mois dernier. Donc forcément, on a un rattrapage aujourd'hui. Est-ce que c'est tactique ou long terme? Ça, là-dessus, pour le coup, on devra attendre un petit peu pour le savoir. C'est pour ça que c'est important de vous suivre d'un mois sur l'autre, les tops et les flops. Justement, c'est quand on en revoit les mêmes et que... du top au flop. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Merci beaucoup Enzo Allo. Merci d'avoir suivi cette émission BFM Crypto, le club avec Stéphanie Nemarkatias, avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Commit, Rémi Daliz, fondateur de Protégez vos cryptos, Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale et Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Je vous rappelle qu'elle est à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Vous nous écrivez vos questions, vous nous posez vos questions de la plus débutante à la plus informée. On y répond demain avec Morgane Enlandu et Stéphanie Fra. Je vous souhaite une très bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.